Famille, partagez cette vidéo au maximum. Hier, Poutine a parlé, Magali, qu'il se fout carrément de nous et de l'Europe sur ces drones qui survolent nos pays européens. Écoutez Poutine. Président Vladimirovitch, pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark? Ils sont fébriles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord, je ne leur ferai plus. Je n'enverrai plus de drones. Ni en France, ni au Danemark, comme à Copenhague. Où est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah oui, et ni à Lisbonne. Ouais. À Munich, c'est vrai, un drone vole et l'aéroport s'écroule comme un château de cartes. Alors depuis Moscou, eh bien Poutine rit. Au Danemark, l'espace aérien est fermé dans la panique. En Grande-Bretagne, aujourd'hui en Allemagne, aujourd'hui en Belgique, même scène de désordre. Le simple vrombissement d'un jouet de 500 € bloque les infrastructures de plusieurs milliards. Voilà notre modernité européenne, un colosse d'acier qui tremble devant un moustique. À Moscou, Poutine rit, donc. Il n'a pas besoin de frapper, Poutine. Il joue, il tire les ficelles, il effleure nos nerfs et nous dansons, pris dans la farandole de nos propres frayeurs. Ces drones, Poutine ne détruisent rien, véritablement, mais ils dévoilent tout. Ils dévoilent notre vulnérabilité, notre incapacité à tenir debout sans vaciller. Un continent, l'Europe, de 450 millions d'habitants, tétanisée devant un pays de 145 millions d'habitants, elle est là, la réalité. La disproportion est en réalité obscène. L'Europe s'enorgueillit d'être une puissance douce. Eh bien, en réalité, elle est devenue une puissance fragile. Tant que nous confondrons vigilance et panique, eh bien, l'ennemi n'aura... Ce sont les deux discours qui m'ont le plus marqué à l'ONU. Le Ghana de William Ruto et le Mali avec son ministre Meiga Oreshnik. Ça m'a rappelé une époque où les dirigeants africains n'avaient pas peur de dire les choses telles qu'elles sont aux puissances occidentales et à leurs ennemis. Le Mali et le Ghana ont dit les termes, que ce soit sur la question du drone malien abattu et le refus de l'Algérie d'affronter le Mali à la Cour internationale de justice, ou encore sur l'enjeu des sièges au Conseil de sécurité. Revenons d'abord sur cette histoire de l'ONU. L'Afrique, c'est 54 États, plus d'1 milliard d'habitants, des ressources énormes et une population jeune et dynamique. Pourtant, aucun siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Parce que dans ce système verrouillé, nous ne comptons pas. Tout est construit pour que nous restions spectateurs, jamais décideurs. Le FMI et la Banque mondiale, ces institutions qu'on nous présente comme des partenaires, sont en réalité des instruments de contrôle. Et lorsque l'Afrique ose envisager d'autres alliances, d'autres routes commerciales, la sanction tombe. Surtout sur ceux qui essayent de se réveiller et de se lever. Embargo, coup d'État, téléguidé, campagne médiatique pour salir ses dirigeants. Tout est fait pour casser toute velléité d'indépendance réelle. Voilà pourquoi je dis qu'il est inutile de monter sur le podium de l'ONU pour critiquer l'Occident si une fois rentré au pays, on applique exactement le contraire. Le ministre malien Meiga Oreshnik a dit les termes concernant le drone malien abattu. Si le Mali a pris la décision historique de porter plainte devant la Cour internationale de justice, c'est bien parce qu'il dispose de preuves solides que son drone a été abattu sur son territoire. On ne va pas se jeter dans la gueule du loup sans dossier béton. Ça n'existe nulle part. Le seul moyen honnête de clore ce dossier de drone, c'était d'accepter la confrontation. Preuve contre preuve, fait contre fait, vérité contre mensonge. Mais voilà, certains ont exigé que le Mali mette ses cartes sur la table. Les autorités maliennes l'ont fait et depuis, silence radio. Aucun suivi, aucune réaction, aucun éclaircissement officiel. C'est une fuite en avant comme il le dit. Deux excellents discours à réécouter. À Madagascar, la génération Z, similaire au Népal, comme elle se surnomme, s'est soulevée contre les pénuries d'eau et d'électricité. À Antananarivo, malgré l'interdiction de manifester, des jeunes sont descendus dans les rues pour dénoncer un quotidien jugé insupportable. En réponse, les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymo et des balles en caoutchouc pour disperser la foule. D'autres parlent même de balles réelles. Le mouvement adopte un drapeau pirate qui sert de signe de ralliement. Rapidement, les protestations ont pris une tournure violente. Des domiciles de personnalités politiques ont été attaqués et la maison d'une sénatrice a même été incendiée. À l'origine de la colère, les coupures massives. Près de 12 heures de délestage par jour, privant les habitants d'électricité alors qu'ils travaillent, paient leurs impôts et rentrent chez eux dans l'obscurité. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'une mobilisation orchestrée par un parti politique, mais bien d'un soulèvement spontané porté par une jeunesse qui réclame un véritable gouvernement soucieux du peuple plutôt qu'une élite qui s'enrichit pendant que la population s'épuise et meurt.